Prix en tenaille, résiste et impose. Des stratèges de la communication sont aussi mobilisés pour nous vendre des guerres. Car il est impossible de gagner un conflit armé sans le soutien de l'opinion publique. Aujourd'hui, je veux être très clair sur Assad et ce qu'il commande. Le monde vous regarde. L'usage d'armes chimiques est et sera totalement inacceptable. Si vous faites l'erreur tragique d'utiliser ces armes, il y aura des conséquences et vous en serez tenu pour responsable. Et 1500 morts, tués au gaz. L'attaque du 21 août dernier, lancée sur des quartiers de la banlieue de Damas, était bien chimique. L'Organisation des Nations Unies est désormais formelle. 85% des échantillons de sang contenaient du gaz sarin. La majorité des roquettes ou des restes de roquettes retrouvés avaient contenu du gaz sarin. Il s'agit donc, sans aucun doute, d'un crime de guerre. Les inspecteurs des Nations Unies qui ont recueilli témoignages et prélèvements biologiques sur les théâtres du massacre n'avaient pas pour mission de déterminer l'origine de l'attaque. Mais le rapport livre des éléments sur la concentration de gaz sarin et surtout sur les roquettes sol-sol ayant contenu les agents neurotoxiques. De quoi lire entre les lignes et désigner le régime de Bachar el-Assad. Quand on regarde précisément les données, les quantités de gaz toxiques qui ont été utilisées, la complexité des mélanges, la nature et la trajectoire des vecteurs, tout ça ne laisse absolument aucun doute. Les choses sont claires. Il est le principal responsable du désastre syrien et donc il n'est pas question qu'il soit le futur de la Syrie. Lorsque la Première Guerre mondiale s'enclenche, le gouvernement élu aux États-Unis est un gouvernement qui a été élu sur une base pacifiste, de non-entrée en guerre des États-Unis. La population américaine est globalement opposée à l'entrée en guerre des États-Unis. Après l'élection, les élites, les institutions dominantes changent d'idée. Et ils se trouvent donc devant un problème. On a été élu sur la promesse de non-entrée en guerre. Maintenant, on désire y aller et la population est pacifiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut changer le point de vue de la population. Il faut transformer l'opinion publique. Pour le faire, on va créer une commission qui est connue dans l'histoire sous le nom de commission Creel, du nom du journaliste, M. Creel, qui la dirige. Et cette commission Creel va devenir un vrai laboratoire dans lequel vont être créés bon nombre de techniques et de manières de faire utilisées encore dans nos sociétés. Je voudrais rappeler cette phrase du Premier ministre britannique Lloyd George. En 1914, il disait « Si les gens savaient à propos de la guerre, elle serait arrêtée tout de suite, mais les gens ne savent pas et ne peuvent pas savoir. » Et cette 20 années d'études sur les guerres et tous les prétextes de ce genre et tous les mythes qui ont été fabriqués comme ça m'ont amené à penser qu'il est très important que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent réfléchissent que dans chaque guerre, on applique ce que j'ai intitulé les principes de la propagande de guerre. On ne peut pas évidemment dire qu'on fait la guerre pour le pétrole, pour le gaz, pour le fric, etc. Donc, il faut travailler l'opinion publique. Premièrement, en cachant les intérêts. Et je m'excuse, la question de la Syrie, c'est très simple. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a des gazoducs, il y a des projets énormes en dessous de la Méditerranée qui intéressent Israël, tiens. Et quand on voit que Total et le Qatar, maintenant en Libye, se partagent le gaz, ben, il ne faut pas faire un dessin. Le deuxième grand principe de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire. Et la France se pose en donneuse de... Enfin, la France d'en haut se pose en donneuse de leçons. Il ne faudrait quand même pas oublier que le colonialisme français a bombardé les Syriens en 1945 pour les empêcher d'acquérir leur indépendance, a pratiqué et organisé la division de la Syrie, notamment sur des bases religieuses, et puis que toute l'histoire de la Syrie, depuis qu'elle a résisté à Israël, ça a été le travail des États-Unis et d'Israël pour affaiblir et briser la Syrie. Et Roland Dumas disait il n'y a pas longtemps qu'il y a 2 ans, on lui avait dit à Londres, on prépare quelque chose contre la Syrie, est-ce que tu veux en faire partie? Il avait dit non, 2 ans avant les manifestations. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut absolument, quand on a décidé d'attaquer pour le pétrole, le gaz ou le fric, il faut absolument diaboliser l'adversaire.
Et donc là, on a droit à toute une série d'histoires. Et celui qui dit, moi je sais, qui dit ici, je sais tout ce qui se passe en Syrie, je n'ai aucune certitude, pour moi c'est un charlatan. Je pense qu'il n'y a pas de guerre propre, je pense qu'on a vu des atrocités des deux côtés. Et je pense que quand on se réclame de la justice, dire avant toute enquête, je sais qu'il va falloir faire quelque chose et je sais qui est coupable, c'est pas sérieux. Un tribunal qui jugerait comme ça ne serait pas accepté. Sur la question des armes chimiques, c'est évidemment intolérable. Je voudrais juste poser la question à ceux qui connaissent bien les États-Unis. Quel est le pays dans l'histoire qui a le plus utilisé des armes chimiques, biologiques et bactériologiques? Sinon les États-Unis, avec 250 kilos d'armes chimiques balancées sur le Vietnam, et maintenant encore des bébés qui naissent comme des monstres. Et dans toute une série d'autres pays. Donc si Obama trouve que les armes chimiques c'est intolérable, il ne doit pas aller très loin pour punir les coupables. Le quatrième grand principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut toujours se présenter comme défendant les victimes. On fait toujours des guerres soi-disant humanitaires. Mais là, la mèche a été vendue hier ou avant-hier, je ne sais plus, par Bernard Kouchner, qui est un pro-interventionniste, et qui a dit devant une télé française, bien sûr que le but c'est de renverser Bachar el-Assad, mais il faut un habillage diplomatique. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour défendre les Syriens, parce qu'en réalité c'est une guerre qui a été provoquée par les États-Unis et leurs alliés dès le départ, comme Roland Dumas l'a dit. On n'est pas là pour protéger les victimes et pour les empêcher. Au contraire, on veut qu'il y en ait plus pour avoir un prétexte d'intervenir. Et le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, très brièvement, c'est qu'il faut monopoliser le débat et empêcher les opinions adverses. Et donc, on a dans les médias français un alignement sur cette propagande que vous avez montrée là au début. Et quand M. Hérault s'amène en disant « j'ai la preuve sur les armes chimiques » et qui commence par répéter dans son discours pendant des minutes et des minutes tout ce que tout le monde sait et que personne ne nie, et puis qu'à la fin il dit « les services secrets m'ont dit que c'est Bachar », il n'y a aucun journaliste pour dire « oui, mais les preuves un peu sérieuses, s'il vous plaît ». Et j'insiste sur cette question des 5 principes de la propagande de guerre, parce que, et ce sera ma conclusion, l'année prochaine, vous risquez peut-être de m'inviter sur l'Iran, ou sur l'Algérie, ou sur le Venezuela, ou le Congo, ou l'Érythrée, ou le Zimbabwe, et ça va être chaque fois la même comédie, chaque fois avec les mêmes arguments. Il n'y a pas de guerre vraiment humanitaire, il y a toujours des intérêts pour le fric, il y a toujours des intérêts pour les matières premières, et il est temps quand même qu'on se dise, si on veut une humanité solidaire et mettre fin aux guerres, il faut voir qui provoque ces guerres. C'est un discret hôtel particulier près de l'Assemblée nationale, l'hôtel de Brienne, le siège du ministère de la Défense. Le ministre, Jean-Yves Le Drian, est l'un des plus proches parmi les proches du président Hollande. À ses côtés, un jeune communicant, Sacha Mandel. Publicitaire de formation, il a fait toutes ses armes chez Havas pendant 8 ans, au pôle influence, pour défendre 2 grands groupes. À 31 ans, il devient le conseiller en communication d'un ministère ultra sensible, alors qu'il n'est pas du tout spécialiste des questions de défense. Je découvre donc ce personnage, Sacha Mandel, qui est le tout frais, tout jeune conseiller du ministre pour la communication. Je suis assez surpris à la fois par la jeunesse de Sacha Mandel et en même temps par un appétit de connaissances à la fois sur son propre sujet, c'est-à-dire les questions de défense, et en même temps sur évidemment la presse et les médias, et notamment la spécificité de chacun des médias qu'il aura à traiter dans ses fonctions. Sacha Mandel ne souhaite pas s'exprimer devant notre caméra. Mais il a accepté de nous rencontrer dans son bureau encombré de cartes d'Afrique et du Moyen-Orient pour nous raconter comment il a vendu plusieurs conflits à l'opinion. Sans doute la contre-attaque lancée ce matin. Par exemple, en janvier 2013, lorsque la France entre en guerre surprise au Mali pour stopper l'avancée de groupes djihadistes. Situé à moins de 650 km de Mopti. Le communicant nous confie qu'il craint que l'opération militaire ne soit pas comprise par l'opinion. D'autant que sur Internet, des vidéos de propagande des djihadistes montrent des soldats pour le moins sous-équipés. Sacha Mandel détient des photos du renseignement militaire qui montrent un ennemi islamiste bien plus menaçant. Il va habilement faire fuiter ces photos dans la presse.
Il choisit Le Parisien pour une communication populaire, dit-il. Le quotidien titre sur l'inquiétant arsenal de guerre des djihadistes. Mission accomplie. Quelques mois plus tard, Sacha Mandel va préparer l'opinion à un autre conflit. Fin août 2013, alors que la guerre civile s'éternise en Syrie, le régime de Bachar el-Assad utilise du gaz sarin lors d'une attaque sur des civils. Les images sont terribles. La France est prête à intervenir immédiatement avec des bombardements ciblés. Mais le communicant du ministère de la Défense doit affronter un double problème. D'abord, les sondages montrent que le conflit syrien n'intéresse pas l'opinion, malgré les souffrances de la population. Ensuite, il faut apporter la preuve auprès de l'opinion de l'utilisation d'armes chimiques. Nous sommes le samedi 31 août. Sacha Mandel va choisir un autre journal. Sacha Mandel me dit « Viens à l'hôtel de Brienne ». Les militaires français, les avions étaient prêts pour pouvoir frapper dès cette nuit-là. Avec le conseiller spécial du ministre de la Défense, Sacha Mandel confirme aux journalistes que la France s'apprête à entrer en guerre. Ils vont lui remettre un document. L'idée était d'être le journal qui ferait comprendre la logique de cette intervention militaire. Il me dit, voilà, nous allons demain diffuser pour le grand public une synthèse d'une note du renseignement français, c'est-à-dire de plusieurs sources du renseignement français, qui dit clairement en quoi l'arsenal chimique syrien constitue une menace pour la paix. Pour avoir plus d'impact, le communicant donne au journal du dimanche un accès en avant-première à des preuves sur les stocks massifs d'armes chimiques du régime syrien. Lorsque je sors de l'hôtel de Brienne, je sais ce que j'ai entre les mains. Je l'ai reparcouru brièvement et donc je sais qu'effectivement ça mérite l'ouverture, la une, l'événement. Mais pour faire la une, le journaliste manque d'illustrations. Il insiste alors auprès du ministère pour avoir une image. Dans les heures qui ont suivi, et bien avant le bouclage, un gendarme est arrivé au pied de l'immeuble du JDD avec une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y avait une photo satellite qui montrait exactement le laboratoire central de conception des armes chimiques syriennes. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. That's why I asked members of Congress to debate this issue and vote on authorizing the use of force. Le président américain Barack Obama décide de faire marche arrière. Les frappes n'auront pas lieu. L'opération française de la nuit est annulée. Le journal du dimanche a-t-il été utilisé pour une stratégie de communication du ministère de la Défense ? Si on fait ce travail sérieusement, on ne peut pas ne pas se poser la question du risque de manipulation. La question est de savoir si est-ce que tout ce qu'on me dit est vrai. Là, on était dans un travail d'explication du gouvernement sur sa propre logique et sur ses motivations d'intervenir. Je pense que là, on faisait un travail effectivement d'information du grand public, voilà, un travail citoyen. Il faut revenir 15-20 ans en arrière, quand les Iraniens ont découvert le plus grand gisement du monde de gaz, le gisement South Pars, qui est en Iran et sur lesquels d'ailleurs les Qataris peuvent prendre du gaz par un percement à 45 degrés, puisque le gaz qatari, pour la plus grande partie, est situé sous l'Iran. Ça, il faut le savoir. Donc, le gisement South Pars, quand il a été découvert, tout le monde s'est dit c'est un formidable gisement, il faut donc l'exploiter. Et des deux côtés, les Qataris et les Iraniens ont réfléchi comment ils pourraient faire. Les Qataris ont eu l'idée, appuyée par l'Arabie saoudite, de faire un pipeline, un gas pipe exactement, qui partirait du Qatar, qui remonterait par l'Arabie et la Syrie, et qui irait ensuite se brancher sur l'autre pipe actuel, à l'époque le South Stream, le pipeline qui passe par la Turquie et qui amène du gaz vers l'Europe. Et c'était un grand projet parce que ce gaz qui allait vers l'Europe par le sud allait permettre de contourner justement la Russie, allait permettre de contourner toute la partie nord de l'Europe.
De l'autre côté, les Iraniens, eux, qui voyaient qu'ils allaient avoir une quantité importante de gaz disponible, et n'ayant pas de débouché du côté occidental, ont eu l'idée de faire un gas pipe qui irait de l'Iran par l'Irak, puisque les chiites contrôlaient l'Irak, l'Iran vers l'Irak et de l'Irak vers la Syrie, pour faire un débouché gazier à côté du port de Tartous, donc en Syrie, et qui permettrait à ce moment-là aux Iraniens de vendre leur gaz vers tous les pays occidentaux, en particulier les pays autour de la Méditerranée, la partie nord, c'est-à-dire la France et les autres. Ce projet a pris forme en 2010. En 2011, le président Bachar a eu entre les mains les deux dossiers. La proposition qatari de faire un pipe qui passerait par la Syrie pour aller vers la Turquie, et la proposition iranienne d'aller directement de l'Iran vers la Méditerranée. En 2011, il y a eu des accords signés, donc c'est tout à fait officiel ce que je vous raconte. En 2011, Bachar a signé un accord avec l'Iran, a choisi délibérément le pipe iranien, au détriment du pipe de l'autre côté. Et que s'est-il passé? Sans aucun doute, pure coïncidence, 3 semaines après, les troubles ont commencé. On peut donc s'interroger légitimement pour se demander si c'est une guerre de libération ou une guerre gazière.